Il y a environ 145 millions d'années, la Terre entrait dans une nouvelle ère géologique que nous appelons aujourd'hui le Crétacé, une période fascinante et décisive du Mésozoïque, connue pour sa biodiversité abondante, la domination des dinosaures, mais aussi pour ses transformations climatiques et géologiques majeures. Bien loin d'être une époque figée, le Crétacé est un véritable témoignage d'une planète en perpétuelle métamorphose, où les continents dérivaient lentement, où les mers s'étendaient et se rétractaient, et où l'atmosphère se chargeait de vapeur et de gaz, façonnant un climat d'une complexité encore peu comprise. Cette période d'environ 80 millions d'années, s'étendant de 145 à 66 millions d'années avant notre ère, est marquée par des phénomènes naturels extrêmes, liés autant à des forces internes, comme le volcanisme intense et les mouvements tectoniques, qu'à des dynamiques atmosphériques et océaniques, qui nous fascinent aujourd'hui tant ils préfigurent des mécanismes climatiques toujours en jeu sur notre Terre actuelle. Imaginer la Terre à cette époque, c'est visualiser un monde étonnamment différent du nôtre, mais aussi saisissant par ses similitudes et ses contrastes. Les calottes polaires étaient laissées quasiment absentes, laissant place à un globe presque entièrement libre de glace, avec des mers chaudes et peu profondes s'étendant sur de vastes zones aujourd'hui terrestres. Ce climat chaud, parfois appelé hyperthermie du Crétacé, a entraîné une élévation importante du niveau des mers, transformant des portions de terre en archipels et donnant naissance à de nouvelles voies de migration pour les espèces vivant alors. Les volcans, notamment dans ce que nous appelons aujourd'hui le parc volcanique des trappes du Décan en Inde, entraient régulièrement en éruption, relâchant dans l'atmosphère des quantités phénoménales de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone, qui modifiait le climat local et global. Cette intense activité géologique ne se limitait pas uniquement au volcanisme. Le déplacement des plaques tectoniques redessinait continuellement les configurations des terres émergées et des océans, engendrant des phénomènes tels que la formation des premières chaînes montagneuses, des bassins sédimentaires, mais aussi la fissuration progressive du supercontinent Gondwana. Ce processus se traduisait par des changements majeurs du relief et influençait directement les courants océaniques et atmosphériques, jouant un rôle fondamental dans la modulation du climat et donc dans la vie qui prospérait alors. Le Crétacé, c'est aussi une atmosphère chargée en humidité, avec des précipitations abondantes et un cycle hydrologique particulièrement actif. Ces conditions uniques ont engendré des tempêtes d'une intensité remarquable, parfois aussi violentes que nos ouragans modernes, mais aussi des tempêtes de poussière colossales et des pluies diluviennes susceptibles de provoquer des inondations massives. Cette dynamique climatique s'inscrit dans un contexte global où les écosystèmes terrestres et marins étaient en mutation constante. La végétation se diversifiait avec l'apparition progressive des premières plantes à fleurs. Les dinosaures exploraient de nouveaux territoires, toujours plus vastes, tandis que les interactions entre espèces évoluaient dans un équilibre à la fois fragile et résilient. Ainsi, l'ouverture sur la Terre du Crétacé s'est plongée dans une réalité où chaque instant est le théâtre de bouleversements climatiques et géologiques, souvent violents, qui façonnent la planète. Ces phénomènes, loin d'être de simples curiosités scientifiques, constituent la toile de fond essentielle pour comprendre les conditions de vie des dinosaures, leurs stratégies d'adaptation, leurs tentatives de survie face à des forces naturelles implacables. Explorer ce monde, c'est donc se préparer à un voyage captivant à travers des centaines de millions d'années, où la nature montre à la fois sa puissance dévastatrice et sa capacité remarquable à créer
détruire et renouveler le vivant. Dans les instants qui suivront, nous allons plonger davantage dans cette histoire complexe, en détaillant les grandes caractéristiques géographiques et océaniques du Crétacé, puis en découvrant comment les modèles climatiques de cette époque nous aident aujourd'hui à interpréter les traces laissées par ces événements extrêmes. Ce premier regard sur la Terre en mutation du Crétacé pose les bases indispensables pour comprendre comment tempêtes, pluies torrentielles et phénomènes géologiques ont façonné non seulement le paysage, mais aussi la vie même qui parcourait ces sols reculés. C'est ainsi une porte ouverte vers l'émerveillement et la connaissance, un récit où la science et l'imaginaire se mêlent pour décrypter un passé lointain, mais si proche dans ces mécanismes du monde que nous connaissons. Pour bien comprendre le contexte dans lequel évoluaient les dinosaures à l'époque du Crétacé, il est indispensable de se pencher sur la configuration des grandes masses continentales et des océans qui façonnaient alors la planète. Contrairement à notre monde contemporain où les continents sont répartis à peu près selon leur position actuelle, la Terre du Crétacé était en pleine redéfinition géographique, résultat d'un long processus de fragmentation et de rapprochement des plaques tectoniques. Cette dynamique a profondément influencé le climat, la circulation océanique, la biodiversité et par extension, la vie des dinosaures qui dominaient tous les environnements terrestres. Au début du Crétacé, la Terre connaissait l'un des derniers épisodes de la dislocation du supercontinent appelé Gondwana, qui s'était formé à la fin du Paléozoïque et regroupait les masses terrestres qui correspondent aujourd'hui à l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. Sous l'effet du mouvement lent mais inévitable des plaques tectoniques, ce vaste bloc a commencé à se morceler progressivement, provoquant l'ouverture de mers intérieures, comme la mer Thétis, une grande étendue d'eau chaude qui séparait le Gondwana des masses nordiques, citoyennes de l'Eurasia, un autre supercontinent fragmenté. À l'inverse, l'Eurasia comprenait les terres correspondant à l'Amérique du Nord, l'Eurasie et une partie de l'Europe actuelle. Ces masses continentales aussi faisaient l'objet de déplacements continus, rejoignant, se confrontant ou s'éloignant pour créer de vastes mers côtières peu profondes qui pénétraient parfois profondément dans les terres. Ce jeu géologique a donné naissance à ce que nous appelons des bassins épicontinentaux, de vastes espaces marins qui couvraient une grande partie des continents, tels que la mer intérieure de l'Ouest en Amérique du Nord, ou encore la mer de Sundance, au moment du Jurassique tardif et début du Crétacé. Ces mers peu profondes, surchauffées par un climat chaud et humide, se sont avérées des milieux idéaux pour le développement d'écosystèmes marins riches en faune, mais aussi des corridors de migration pour plusieurs espèces marines et terrestres. L'importance de ces mers intérieures agitait la stabilité terrestre et influençait également les cycles climatiques clients, des interactions complexes entre l'atmosphère et les vastes étendues d'eau. Les océans mondiaux, quant à eux, étaient structurés différemment de notre époque. L'océan Atlantique était encore naissant, s'ouvrant petit à petit du fait de l'éloignement progressif des plaques sud-américaines et africaines. Ce processus était lent mais régulier, contribuant à isoler partiellement ces deux masses continentales et à modifier les courants océaniques, avec des conséquences notables sur le transport de chaleur globale. De l'autre côté du globe, l'océan Pacifique dominait en étendue, mais lui aussi était fractionné en bassins plus petits par les chaînes de montagnes vulcaniennes sous-marines et variées dorsales océaniques qui modifiaient la circulation océanique et la distribution des espèces marines. Quant à l'océan Indien, ce dernier était en émergence progressive, sculpté par le déplacement vers le nord de l'Inde, mouvement qui allait plus tard culminer dans la collision avec l'Asie,
forgeant la chaîne himalayenne. Un autre élément essentiel de cette configuration était la présence de vastes plateaux continentaux et de zones littorales très étendues, favorisées par la montée du niveau des mers, due à la fonte quasi inexistante des glaces polaires. Ces plateaux abritaient des écosystèmes riches, parfois caractérisés par d'immenses formations de récifs coralliens, les ancêtres des récifs modernes, qui apportaient une biodiversité marine exceptionnelle, mais également jouaient un rôle clé dans les interrelations entre monde marin et monde terrestre. Une conséquence directe de cette configuration géographique était la diversité et la complexité des climats régionaux au sein d'un cadre globalement chaud et humide. Certaines régions, proches des équateurs, bénéficiaient d'une chaleur constante et de précipitations importantes, créant des forêts denses, tandis que d'autres, davantage isolées par les mers ou situées dans des latitudes plus élevées, pouvaient connaître des climats plus secs ou saisonniers. Cette variété de milieux a largement contribué à la diversification des dinosaures et à l'adaptation de nombreuses espèces qui ont colonisé des niches écologiques très variées, allant des plaines inondables aux forêts tropicales luxuriantes, jusqu'aux zones plus arides en périphérie des grandes mers épicontinentales. À mesure que le Crétacé avançait, vers le Crétacé supérieur notamment, les masses continentales continuèrent leur dérive vers les positions plus proches de celles que nous reconnaissons aujourd'hui. L'ouverture des océans et les créations de détroits modifièrent encore les échanges entre les différentes masses d'eau, influençant les cycles thermiques et les schémas de précipitation. Ces changements façonnèrent les habitats terrestres dans lesquels les dinosaures prospéraient, mais aussi ceux où de futures extinctions majeures allaient trouver leurs prémices. Ainsi donc, la Terre du Crétacé n'était pas une simple carte figée dans le temps, mais une mosaïque dynamique de continents et d'océans en mouvement, où la puissance des forces tectoniques interagissait en permanence avec l'atmosphère et les océans. Se familiariser avec cette image est fondamental pour comprendre les conditions dans lesquelles les phénomènes météorologiques extrêmes pouvaient naître, se propager et influer profondément sur les cycles de vie des dinosaures et de nombreux autres organismes. En poursuivant notre exploration, nous verrons comment cette géographie unique, combinée aux propriétés particulières de l'atmosphère crétacée, a permis la formation de cyclones tropicaux, tempêtes de poussière et pluies diluviennes d'une ampleur souvent record, et comment ces phénomènes ont laissé des traces indélébiles dans les archives sédimentaires, témoins silencieux mais essentiels d'un monde en perpétuelle effervescence. À l'aube du Crétacé, la Terre se caractérisait par une atmosphère profondément différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, marquée par une composition chimique singulière, des températures généralement plus élevées et une humidité accrue. Ces particularités atmosphériques résultaient à la fois de l'intense activité volcanique, du découpage géographique des continents et océans, ainsi que des interactions complexes entre la biosphère et l'environnement physique. Comprendre cette atmosphère crétacée est une étape fondamentale pour saisir pourquoi ce monde était le théâtre d'événements climatiques extrêmes, tels que des cyclones d'une violence inouïe, de vastes tempêtes de poussière, ou encore des pluies diluviennes qui ont laissé leurs traces dans les sédiments aujourd'hui étudiés. L'un des traits les plus remarquables de cette période concerne la concentration élevée de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère. Contrairement à notre époque, où les niveaux de CO2 oscillent autour de 400 parties par million, ppm, les estimations scientifiques basées sur diverses méthodes, telles que l'analyse isotopique, la paléobotanique ou les modélisations climatiques, situent la teneur en CO2 du Crétacé à des niveaux souvent 10 à 20 fois supérieurs. Certains pics ont même pu atteindre plus de 2000 ppm au cours de certaines phases,
contribuant à un puissant effet de serre naturel. Cette concentration élevée de CO2 s'explique principalement par une activité tectonique intense qui provoquait de vastes éruptions volcaniques, notamment les trappes des camps, mais aussi par la libération continue de gaz volcaniques durant toute la période. Ces rejets massifs de gaz carbonique ont limité la capacité de la planète à refroidir et ont joué un rôle clé dans le maintien d'un climat globalement chaud, voire chaud extrême dans certains cas. Ce taux élevé en CO2 atmosphérique a conduit à des températures globales très supérieures à celles que nous connaissons aujourd'hui. Des estimations basées sur les isotopes d'oxygène et les traces fossiles suggèrent que la température moyenne mondiale pouvait osciller entre 5 et 10 degrés Celsius au-dessus de la moyenne actuelle. Les régions polaires, loin d'être engendrées par les glaces permanentes, bénéficiaient d'un climat tempéré, voire subtropical, avec peu ou pas de calotte glaciaire. Cette uniformité relative des températures entre les régions tempérées et polaires contrastait avec notre présent, où de nets gradients thermiques existent entre les zones équatoriales et polaires. L'humidité atmosphérique jouait également un rôle crucial. L'air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau, ce qui signifie que l'atmosphère crétacée était saturée en humidité, renforçant la fréquence et l'intensité des précipitations. Des pluies abondantes alimentaient des écosystèmes luxuriants et des fleuves puissants, mais aussi des zones marécageuses étendues, riches en sédiments organiques. Cette humidité accrue contribuait aussi à la formation de nuages denses, favorisant des tempêtes et des orages sévères, ainsi que des cyclones tropicaux qui pouvaient atteindre des intensités remarquables. Cependant, cette humidité n'était pas homogène partout sur la planète. Certaines régions côtières, immergées par les mers peu profondes, voyaient leur atmosphère saturée d'humidité, tandis que d'autres zones continentales, notamment celles éloignées des océans, pouvaient connaître des épisodes d'aridité ponctuelle. Cette variation régionale de l'humidité influençait les formes de vie et les écosystèmes, alternant entre forêts denses humides et plaines plus sèches, et créant des mosaïques écologiques complexes. Il est intéressant de noter également la forte teneur en oxygène qui était proche, voire parfois légèrement supérieure, à celle de notre époque. Cette situation favorisait un métabolisme intense chez la faune, en particulier chez les gros vertébrés comme les dinosaures, et participait à une dynamique biologique particulièrement riche, en dépit des conditions parfois extrêmes du climat. Dans ce contexte d'atmosphère chargée en gaz à effet de serre, chaude et humide, la planète pouvait abriter des phénomènes météorologiques d'une ampleur rarement égalée. Les cyclones tropicaux, qui nécessitent des eaux suffisamment chaudes pour se former, savaient puiser dans ces réservoirs d'énergie considérables. De même, les tempêtes de poussière pouvaient être exacerbées par les variations locales d'humidité, par des épisodes d'aridification brutale, ou encore par des événements externes, tels que les éruptions volcaniques, qui injectaient dans l'atmosphère d'énormes quantités de particules fines, modifiant temporairement le climat et perturbant les écosystèmes. Enfin, la composition chimique de cette atmosphère crétacée influençait aussi l'interaction avec le rayonnement solaire. La quantité accrue de gaz à effet de serre retenait la chaleur, mais la présence de nuages épais pouvait tempérer localement les températures grâce à un effet d'albédo élevé, reflétant la lumière vers l'espace. Voilà pourquoi l'étude précise de cette atmosphère est un casse-tête pour les spécialistes, qui doivent combiner données géologiques et paléontologiques pour reconstituer un climat cohérent et en perpétuel changement. Cette atmosphère du Crétacé, bien que mystérieuse et parfois hostile, était le théâtre d'une vie foisonnante, qui a su s'adapter à cette chaleur intense, à l'humidité permanente, mais aussi aux tempêtes récurrentes. Comprendre cette atmosphère
c'est aussi comprendre comment les écosystèmes ont pu évoluer, comment les épisodes climatiques extrêmes ont façonné la survie des espèces et l'organisation des habitats. C'est cette toile de fond dynamique qui nous prépare à la suite de notre exploration, où nous approfondirons les modèles climatiques actuels qui permettent de simuler ces conditions, de reconstruire les phénomènes extrêmes du passé et d'évaluer leur impact sur le monde des dinosaures et au-delà. L'étude des modèles climatiques du Crétacé constitue aujourd'hui un champ de recherche multidisciplinaire passionnant, mêlant paléoclimatologie, géologie, océanographie, modélisation numérique et paléobiologie. La complexité de cette période, marquée par des températures élevées, un taux de CO2 atmosphérique intense et une configuration géographique singulière, pousse les scientifiques à affiner constamment leurs outils pour reconstituer le climat passé, parfois avec une précision remarquable, malgré les millions d'années qui nous séparent. Les modèles climatiques sont des outils mathématiques sophistiqués qui intègrent des données issues de plusieurs sources, telles que les sédiments océaniques et continentaux, les isotopes stables, comme l'oxygène et le carbone, les fossiles de plantes et d'animaux, ainsi que les records géochimiques liés aux éruptions volcaniques. Ces informations servent à calibrer les simulations et à valider les hypothèses quant à la température globale, la circulation atmosphérique, la pression, l'humidité et la dynamique océanique durant le Crétacé. L'un des enjeux majeurs des modèles actuels est de comprendre comment un milieu terrestre sans calotte glaciaire, polaire permanente, pouvait maintenir un climat chaud et stable sur une période prolongée. Les modèles dits GCM, Global Climate Models, qui reproduisent les interactions entre atmosphère, océan, glace et terres émergées, simulent ainsi des températures globales moyennes nettement supérieures à celles de l'ère contemporaine, avec un gradient thermique polaire équatorial moins marqué. Ces simulations confirment que la chaleur extrême était répartie de manière plus uniforme, ce qui explique des milieux habitables aux hautes latitudes et la présence de forêts jusqu'au pôle. De plus, les modèles intègrent également l'effet des niveaux marins élevés. Durant le Crétacé, le niveau des océans pouvait atteindre jusqu'à 200 mètres au-dessus du niveau actuel, inondant en partie les continents et créant des mers épicontinentales vastes et chaudes. Ces étendues jouaient un rôle important dans la redistribution de la chaleur et de l'humidité à l'échelle globale, influençant la formation des cyclones et des tempêtes. Ainsi, les modélisations s'accordent pour décrire un climat avec des cycles saisonniers moins marqués, des précipitations intenses mais régulières, et une humidité atmosphérique durablement élevée. Cependant, au-delà des tendances générales, ces modèles nous informent aussi sur la variabilité et les instabilités climatiques du Crétacé. Il apparaît que cette période n'était pas un simple état stationnaire, mais traversait des phases de fluctuation, notamment liées à des événements volcaniques massifs, comme les fameux trappes du Décan, qui ont brutalement injecté des particules et des gaz dans l'atmosphère, perturbant temporairement le climat. Ces épisodes sont souvent associés à des refroidissements rapides, suivis d'une reprise de la chaleur intense, un phénomène appelé volcanisme pulsé. Par ailleurs, les modèles permettent d'étudier la circulation océanique crétacée, qui différait profondément de celle d'aujourd'hui. La configuration géographique imposait des courants océaniques particuliers, notamment dans la mer Thétis, un vaste corridor d'eau chaude entre l'est et l'ouest des continents, favorisant la propagation d'eau tropicale sur de grandes distances. Cette circulation a sans doute contribué à un transport rapide de chaleur vers les hautes latitudes, renforçant la faible différence thermique globale. La compréhension des cyclones tropicaux dans ce contexte est également facilitée par ces modèles. Ils montrent que la combinaison d'eau de mer chaude, d'une atmosphère saturée en humidité
et de vents suffisamment forts pouvaient générer des tempêtes puissantes et fréquentes qui jouaient un rôle considérable dans le système climatique global. Ces phénomènes ont laissé leurs traces dans les sédiments par des couches particulières de dépôts, souvent chaotiques, que les géologues et paléoclimatologues associent aujourd'hui à ces événements extrêmes. Néanmoins, malgré ces avancées, les modèles climatiques du Crétacé restent confrontés à plusieurs incertitudes. Par exemple, certaines zones polaires semblent afficher des preuves géologiques d'une température plus basse que ce que les modèles prévoient, ce qui soulève des questions sur les mécanismes modulant le climat local. De même, la compréhension fine du rôle des nuages et de la vapeur d'eau, facteurs complexes à représenter numériquement, continue à faire débat, car ils peuvent à la fois réchauffer ou refroidir selon leur nature et altitude. Les recherches actuelles s'orientent vers une meilleure intégration des interactions entre la biosphère et le climat, notamment le rôle des forêts émergentes et des premières angiospermes, qui ont modifié le cycle du carbone et influencé la composition atmosphérique. Ce travail est crucial, car il éclaire comment la végétation, en constante évolution, participait à la régulation des températures et aux échanges gazeux, modulant ainsi la réponse de la Terre aux perturbations volcaniques ou astronomiques. Enfin, grâce aux progrès technologiques, l'utilisation croissante de supercalculateurs permet de développer des simulations encore plus fines et précises, associant données paléontologiques, stratigraphiques et environnementales à des modèles climatiques tridimensionnels. Ces progrès donnent naissance à des visualisations numériques capables de montrer en détail comment la chaleur, l'humidité et les vents interagissaient pour créer un système dynamique où tempêtes tropicales, précipitations massives et autres événements extrêmes étaient monnaie courante. Ainsi, l'état actuel des connaissances sur les modèles climatiques du Crétacé nous offre une fenêtre fascinante sur un monde passé à la fois familier et étranger, où une planète en constante mutation géologique créait des conditions uniques. Ces modèles constituent la clé pour interpréter les traces laissées par la nature dans les roches et les fossiles, et préfigurent aussi comment le vivant a su s'adapter aux caprices d'un climat à la fois chaud, humide et parfois déchaîné. Dans la suite de notre exploration, nous examinerons les méthodologies mises en œuvre pour reconstituer ce climat ancien, en dévoilant comment chaque indice sédimentaire, isotope ou feuille fossile participe à ce grand puzzle paléoclimatique. La reconstitution du climat du Crétacé est un travail fascinant qui s'appuie sur une multitude de méthodes complémentaires, chacune apportant des fragments d'informations indispensables pour reconstruire un tableau cohérent de cette époque lointaine. À cette période, il n'existait bien sûr aucun outil moderne pour mesurer directement la température ou les caractéristiques atmosphériques. C'est donc par une analyse minutieuse des indices conservés dans les roches, les fossiles, les sédiments et les isotopes que les scientifiques parviennent à lever le voile sur les secrets climatiques du Crétacé. L'une des sources les plus riches d'informations provient des archives sédimentaires. La terre du Crétacé fut marquée par des dépôts sédimentaires variés, notamment dans les bassins marins épicontinentaux, les fonds océaniques profonds, et parfois même les zones continentales. Ces couches de sédiments, souvent composées d'argile, de calcaire, de sable ou de débris biologiques, conservent des traces directes des conditions environnementales. Par exemple, l'épaisseur, la granulométrie, la composition chimique et la structure de ces dépôts permettent de déduire la nature des courants marins, des événements météorologiques intenses, comme les tempêtes ou les turbidites, ainsi que les cycles de montée et baisse du niveau marin, eux-mêmes liés au climat global. Les spécialistes examinent attentivement ces sédiments à l'aide d'outils
telles que les carottes sédimentaires prélevées au fond des océans ou dans les bassins fossiles. À l'intérieur de ces couches, les microfossiles de foraminifères, d'ostracodes ou de diatomées sont particulièrement précieux. Ces organismes marins, sensibles aux variations de température et de salinité de l'eau, constituent des indicateurs biologiques fiables pour estimer les conditions climatiques passées. Parallèlement, l'étude des isotopes stables, notamment ceux de l'oxygène, O16 et O18, et du carbone, C12 et C13, est devenue une méthode incontournable. Ces isotopes sont absorbés et intégrés dans les coquilles calcaires des organismes marins ou dans la matière organique végétale, selon la température et la composition de l'eau ou de l'air au moment de leur vie. En mesurant les ratios isotopiques dans les fossiles ou les sédiments, les chercheurs peuvent déduire des variations de température des océans et de la concentration en CO2 atmosphérique, ce qui ouvre une fenêtre extrêmement précise sur les fluctuations climatiques du Crétacé, y compris les événements rapides de réchauffement ou de refroidissement. Un autre angle d'étude capitale est la paléobotanique, c'est-à-dire l'analyse des plantes fossiles. Les traces végétales révèlent beaucoup sur la composition de l'atmosphère, l'humidité ambiante et les cycles saisonniers. Ainsi, les fossiles de feuilles, de pollen ou d'empreintes végétales permettent de déterminer la présence de forêts denses, de zones humides, mais aussi d'écosystèmes plus secs. Par exemple, la découverte de feuilles à stomates, ces orifices microscopiques dont le rôle est d'échanger les gaz avec l'atmosphère, dans des roches fossiles, donne des indices sur le taux de CO2, puisque le nombre et la taille des stomates varient selon la concentration de gaz carbonique. La palynologie, qui étudie les grains de pollen et spores fossiles, est également une précieuse source d'informations. Elle permet de reconstituer non seulement la composition végétale d'une région donnée, mais aussi d'inférer les conditions climatiques grâce à la diversité et l'abondance de ces microfossiles. La présence d'angiospermes, par exemple, marque une étape clé du Crétacé moyen, où la biodiversité et le climat favorisaient un certain type d'habitat. En complément, les modèles numériques intègrent toutes ces données multiples pour reproduire virtuellement le climat de l'époque. Ces simulations numériques utilisent les informations géologiques et paléontologiques pour tester différentes hypothèses et affiner nos connaissances sur la circulation atmosphérique et océanique, les zones d'humidité et de sécheresse, ainsi que la fréquence des tempêtes et autres phénomènes extrêmes. Des méthodes particulièrement innovantes, comme l'analyse des couches de cendres volcaniques ou des dépôts de minéraux sensibles aux conditions environnementales, apportent aussi leur part au puzzle. Par exemple, l'étude des zircons dans ces couches permet de dater très précisément certains événements géologiques, renforçant la cohérence temporelle des reconstitutions climatiques. Enfin, les chercheurs exploitent parfois des corrélations indirectes, comme la taille des ossements fossiles ou la croissance des arbres fossiles, qui eux aussi réagissent aux conditions climatiques, notamment à la disponibilité en eau et à la température. Cette démarche multiple, alliant l'étude rigoureuse des archives naturelles et l'utilisation des technologies les plus avancées, fait aujourd'hui du Crétacé une des périodes les mieux reconstituées en termes climatiques, malgré les défis que représente l'éloignement temporel et la dégradation de certaines données. Ainsi, la combinaison des archives sédimentaires, des analyses isotopiques et des données paléobotaniques crée un récit détaillé et vivant du climat crétacé, un monde chaud, humide, parfois violent dans ses manifestations, mais aussi propice au souffle de la vie qui se développe dans des formes vastes et diverses. Ce cadre méthodologique nous permettra bientôt d'aborder plus en détail la façon dont les grandes tempêtes, cyclones tropicaux et pluies diluviennes ont pu émerger et façonner ce paysage ancien. Au cœur du Crétacé, époque où la Terre exhibait
une atmosphère lourde de vapeur d'eau et une surface océanique largement surpassée par des mers intérieures chaudes et peu profondes, les cyclones tropicaux commençaient à naître et à dessiner leur trajectoire sur un globe en pleine évolution. Ces phénomènes météorologiques, aujourd'hui connus pour leur puissance dévastatrice, avaient déjà une place centrale dans le système climatique crétacé. Comprendre leur formation et leur parcours permet de mieux appréhender l'impact qu'ils pouvaient avoir sur les écosystèmes végétaux et animaux, et en particulier sur le monde fascinant des dinosaures. D'abord, il convient de saisir les conditions marines et atmosphériques qui favorisaient la formation de cyclones tropicaux durant le Crétacé. Ces tempêtes s'appuient sur la chaleur de la surface océanique, ce qui explique l'importance de la configuration géographique et océanographique de cette époque. En effet, les mers épicontinentales, vastes étendues d'eau chaude et peu profondes, couvrant parfois les régions continentales, constituaient des réservoirs énergétiques idéaux. L'eau chaude à plus de 26 degrés Celsius était abondante, garantissant l'énergie nécessaire au développement de ces grands systèmes cycloniques. L'atmosphère du Crétacé, riche en vapeur d'eau due aux fortes températures globales, offrait également une colonne d'air saturé en humidité, propice à l'ascension rapide des masses d'air chaud et humide, source d'intenses précipitations et de vents violents. Cette humidité élevée participait à alimenter les cyclones en énergie, tandis que les vents en altitude et la rotation terrestre créaient la dynamique cyclonique caractéristique, un phénomène classique de basse pression, tournant en spirale. Par ailleurs, la configuration géographique jouait un rôle déterminant dans la trajectoire de ces systèmes. Les continents, en pleine dérive et délimités par des mers chaudes, forçaient le déplacement des cyclones souvent selon des trajectoires sinueuses. Ces trajectoires étaient principalement influencées par la combinaison de la rotation de la Terre, effet de Coriolis, la disposition des continents, ainsi que les gradients de température entre les eaux chaudes et les terres émergées. Une caractéristique importante du Crétacé était l'absence de grandes masses glaciaires, ce qui impliquait une moindre variation thermique polaire, conduisant à des trajectoires cycloniques souvent plus larges que celles d'aujourd'hui, affectant potentiellement des étendues plus vastes. Les cyclones naissaient généralement dans les latitudes tropicales et subtropicales, surtout où la chaleur océanique était la plus intense. On peut imaginer des tempêtes s'étendant sur des centaines de kilomètres, déployant des vents extrêmement puissants et des pluies diluviennes, provoquant des inondations soudaines. Ces tempêtes, en puisant de l'énergie dans l'océan chaud, pouvaient atteindre une intensité comparable, voire supérieure, à celle des ouragans modernes. Cependant, le manque de données directes oblige les scientifiques à s'appuyer sur des analyses indirectes, notamment grâce à l'étude des sédiments déposés après ces tempêtes, qui portent la signature des courants rapides et des couches chaotiques caractéristiques des dépôts liés aux cyclones. Les trajectoires des cyclones crétacés ont été modélisées à partir de simulations climatiques intégrant la topographie ancienne, la circulation atmosphérique et océanique, ainsi que les températures spécifiques de l'époque. Ces modèles suggèrent que les cyclones suivaient des routes qui les faisaient souvent se déplacer depuis les bassins océaniques, puis pénétraient profondément vers l'intérieur des terres, traversant des environnements variés. Ceci signifie que leurs impacts n'étaient pas confinés aux côtes, mais pouvaient parfois affecter les habitats où vivaient les dinosaures, modifiant le paysage, la végétation et les ressources alimentaires. Cette influence climatique était donc majeure, car ces cyclones participaient à un remodelage régulier du sol et du couvert végétal, parfois en destruction, parfois en création de nouveaux habitats grâce au brassage des nutriments. En retour,
Les êtres vivants devaient sans cesse s'adapter à ces perturbations. Certaines espèces pouvaient profiter de la dynamique créée par les tempêtes, tandis que d'autres subissaient de lourdes pertes. Enfin, il est important de souligner que les cyclones tropicaux du Crétacé étaient intégrés dans un système climatique globalement plus chaud et humide, marqué aussi par d'autres événements extrêmes tels que les tempêtes de poussière et les pluies intenses. Leur étude ouvre ainsi une fenêtre fascinante permettant de mieux comprendre la complexité des phénomènes météorologiques anciens qui régnaient sur la Terre des dinosaures. Dans les sections suivantes, nous approfondirons le parallèle entre ces cyclones anciens et leurs homologues modernes, observant en quoi leur intensité, leur fréquence et leur zone d'impact se rapprochent ou diffèrent, pour mieux cerner leur rôle dans l'histoire du climat terrestre. Alors que nous poursuivons notre exploration des phénomènes météorologiques extrêmes du Crétacé, il devient essentiel de comparer ces tempêtes anciennes, les cyclones tropicaux crétacés, avec leurs équivalents modernes que nous appelons ouragans ou typhons, selon les régions. Cette comparaison éclaire non seulement les différences d'intensité, de fréquence et de zone d'impact, mais nous permet aussi de mieux comprendre comment le climat et la configuration géographique ont modulé la dynamique de ces événements puissants. D'abord, abordons l'intensité des cyclones crétacés. Les conditions climatiques du Crétacé, une atmosphère riche en dioxyde de carbone, de très hautes températures globales, une mer très chaude et peu profonde, ont favorisé la génération de cyclones potentiellement plus vigoureux que ceux que nous observons aujourd'hui. En effet, la chaleur de la surface océanique est la principale source d'énergie des cyclones. Or, durant le Crétacé, cette chaleur était généralisée à des extensions marines vastes et profondes, parfois même à des latitudes plus élevées, là où aujourd'hui les eaux sont trop froides pour alimenter des tempêtes tropicales. Ainsi, les modèles paléoclimatiques indiquent que ces cyclones poussés par une source d'énergie océanique plus intense pouvaient atteindre des vitesses de vent et des pressions atmosphériques centrales particulièrement extrêmes. Par comparaison, certains ouragans modernes atteignent la catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents dépassant 250 km/h. Il est plausible que certains cyclones crétacés aient pu égaler, voire surpasser cette intensité, rendant ces tempêtes des forces de destruction véritablement titanesques. Quant à leur fréquence, la question est plus complexe. La concentration élevée en vapeur d'eau dans une atmosphère très chaude suggère une fréquence accrue d'événements cycloniques, car les ingrédients nécessaires à leur formation étaient souvent réunis. Cependant, les données indirectes telles que les couches sédimentaires attribuées à des dépôts liés à des tempêtes sont souvent fragmentaires, rendant une estimation précise difficile. Néanmoins, les modélisations climatiques récentes tendent à montrer que, dès lors que les eaux de surface étaient suffisamment chaudes, les cyclones se formaient régulièrement, parfois par vagues saisonnières, comme on l'observe dans les zones tropicales actuelles. La faible variation tempérée entre les régions équatoriales et polaires, du fait de la chaleur globale, aurait pu contribuer à élargir les zones propices à la formation des cyclones, augmentant ainsi la fréquence globale. Concernant les zones d'impact, la différence majeure avec notre climat moderne réside dans la configuration géographique et la distribution des continents et océans. Durant le Crétacé, les mers épicontinentales étendaient les surfaces marines vers l'intérieur des continents, ce qui permettait aux cyclones de parcourir de plus longues distances sur des eaux chaudes. Cela favorisait leur maintien en force avant d'atteindre les terres émergées. Aussi, les cyclones pouvaient toucher des zones intérieures aujourd'hui éloignées des côtes, entraînant des inondations et des vents violents bien plus à l'intérieur des terres qu'à notre époque.
Par ailleurs, les trajectoires des cyclones semblaient moins contraintes qu'aujourd'hui, en raison notamment d'un gradient thermique moins marqué entre l'équateur et les pôles. Cette configuration favorisait des parcours plus larges, parfois en zigzag, et des impacts potentiels dans des zones encore aujourd'hui tempérées ou subtropicales. Cela signifie que l'empreinte des cyclones à l'époque du Crétacé pouvait être dévastatrice sur des étendues plus vastes, touchant plusieurs écosystèmes terrestres et marins successivement, ce qui avait de profondes répercussions sur les populations animales, comme les dinosaures, et végétales. Cependant, il faut souligner que l'absence de données directes nous pousse à une prudence méthodologique. Les modèles reposent sur l'interprétation de marqueurs indirects, tels que les sédiments déposés par les tempêtes, turbidites, les dépôts de coquillages déplacés et les signatures isotopiques qui renseignent sur les précipitations extrêmes. Ces indices, bien que solides, ne permettent pas toujours de distinguer aisément la taille ou la durée exacte des cyclones. En résumé, cette comparaison révèle que les cyclones crétacés, bien que similaires dans leur mécanisme fondamental à nos ouragans modernes, se distinguaient par une intensité potentiellement supérieure, une fréquence probablement accrue, et la capacité d'impacter des territoires insoupçonnés aujourd'hui. Ils constituaient ainsi des acteurs incontournables du climat et des paysages crétacés, modelant le relief, influençant les écosystèmes et imposant aux populations vivantes, en particulier aux dinosaures, un environnement à la fois riche et dangereux. Dans la suite de notre voyage, nous explorerons d'autres phénomènes extrêmes, comme les tempêtes de poussière, les causes qui les suscitaient et leur propagation à travers les continents, élargissant ainsi la palette des événements exceptionnels qui caractérisaient cette planète en conflit perpétuel avec son propre climat. Au cœur de la dynamique climatique du Crétacé, outre les cyclones tropicaux d'une puissance démesurée, un autre phénomène d'une ampleur considérable sévissait sur les continents, les tempêtes de poussière. Ces phénomènes météorologiques, bien que moins visibles que les ouragans, jouaient un rôle crucial dans le paysage et le climat de la planète, en particulier par leur capacité à transporter sur de vastes distances des quantités énormes de particules fines, impactant les écosystèmes et contribuant à des phénomènes climatiques complexes. Pour comprendre la genèse des tempêtes de poussière au Crétacé, il est nécessaire d'examiner les principales causes possibles qui sont à l'origine de leur déclenchement. Parmi celles-ci, l'aridification ponctuelle des régions continentales tient une place centrale. Contrastant avec un climat globalement chaud et humide, certaines zones du Crétacé ont connu des épisodes d'assèchement temporaire, souvent liés à des fluctuations dans la circulation atmosphérique ou à la progression des masses terrestres éloignées des influences océaniques. Ces périodes d'aridité engendraient des sols dénudés, paupérisés en végétation, laissant la surface terrestre sans protection face aux vents violents et provoquant ainsi une mobilisation massive des particules sédimentaires. Par ailleurs, les incendies de grande ampleur étaient probablement une autre cause majeure des tempêtes de poussière. La végétation dense et abondante du Crétacé, notamment les forêts denses d'angiospermes et de gymnospermes, offrait un combustible idéal. Sous certaines conditions climatiques, des éclairs, des phénomènes volcaniques ou simplement des températures extrêmes pouvaient déclencher des incendies de forêt qui ravageaient des hectares entiers. Ces incendies non seulement libéraient dans l'atmosphère d'énormes volumes de particules carbonées et de cendres, mais dégageaient aussi des vents locaux très puissants, capables de soulever et de transporter ces déchets sur de grandes distances. Enfin, les éruptions volcaniques, si caractéristiques du Crétacé, représentaient sans doute la cause la plus spectaculaire et la plus immédiate de production de poussière atmosphérique.
Le volcanisme explosif, comme celui des trappes du Dekkan ou d'autres provinces volcaniques actifs, était capable de projeter dans la stratosphère d'énormes panaches de cendres et de gaz, formant des kilomètres cubes de particules fines susceptibles de parcourir le globe. Ces éruptions ne déclenchaient pas seulement des tempêtes de poussière locales, mais perturbaient aussi durablement la composition de l'atmosphère, contribuant à des périodes d'obscurcissement généralisé du ciel, ce qui a pu impacter la photosynthèse et la trajectoire des espèces vivantes. Une fois mobilisées, ces particules, argile, sable fin, cendres volcaniques, carbone issu des incendies, étaient transportées par les vents dominants, eux-mêmes modulés par les conditions climatiques et la configuration géographique crétacée, sur des milliers de kilomètres. Cette propagation généralisée explique la présence de dépôts éoliens, souvent retrouvés dans des zones apparemment éloignées des sources initiales. Ces dépôts de poussière, ou l'OS, forment aujourd'hui des couches sédimentaires fines, mais épaisses, témoins muets des tempêtes passées. L'impact écologique et climatique de ces tempêtes de poussière au Crétacé fut multiple. Au niveau écologique, la couverture des poussières sur le sol pouvait au contraire protéger temporairement certains habitats, limiter l'érosion, mais aussi provoquer la destruction de certaines végétations sensibles, modifiant ainsi la composition des communautés végétales, ce qui influençait indirectement les herbivores, dont plusieurs espèces de dinosaures. Sur le plan climatique, la poussière en suspension dans l'atmosphère pouvait affecter la température globale en réfléchissant partiellement le rayonnement solaire, induisant des périodes de refroidissement localisées, un effet parfois comparé au hiver volcanique. Enfin, ces phénomènes de tempêtes de poussière sont intimement liés aux autres événements extrêmes de l'époque. Par exemple, une éruption volcanique peut déclencher à la fois une tempête de cendres et des changements dans la circulation atmosphérique, favorisant la naissance de cyclones ou de pluies diluviennes, dès que les conditions le permettent. Ainsi, les tempêtes de poussière constituent une composante essentielle de la mosaïque des extrêmes climatiques du Crétacé, marquant les interactions complexes entre la géologie, le climat et la biosphère. Leur étude, notamment à travers la stratigraphie des dépôts sédimentaires et l'analyse des traces fossiles, nous permet aujourd'hui de mieux comprendre l'environnement volcanique et climatique dans lequel évoluaient les dinosaures et qui contribuait à dessiner un monde vivant, changé en permanence par la force de la nature. Par la suite, nous examinerons comment ces phénomènes rencontrent d'autres manifestations climatiques fortes, telles que les pluies diluviennes et les inondations cataclysmiques, approfondissant ce tableau d'un climat hautement dynamique et parfois impitoyable. Dans la dynamique tumultueuse du climat crétacé, les pluies diluviennes et les inondations cataclysmiques occupaient une place de choix, incarnant la facette la plus spectaculaire et dévastatrice des intempéries de cette ère. Ces phénomènes extrêmes prenaient leur origine dans des conditions atmosphériques singulièrement saturées en humidité, combinées à des reliefs parfois instables en raison de la tectonique très active. Leur étude nous éclaire sur les mécanismes à l'œuvre et les nombreuses conséquences qu'ils ont pu engendrer sur les paysages et les écosystèmes, tout en nous permettant de saisir comment la vie des dinosaures fut sous influence directe de ces événements météorologiques. Le point de départ de ces pluies diluviennes réside essentiellement dans la capacité accrue de l'atmosphère crétacée à contenir de la vapeur d'eau. En raison d'une température moyenne bien plus élevée qu'à l'époque contemporaine, l'air pouvait emmagasiner d'importantes quantités d'humidité. Cette situation, associée à la présence de vastes mers chaudes et peu profondes, constituait un réservoir d'eau évaporée particulièrement généreux. Lorsque des systèmes météorologiques
tels que les cyclones tropicaux ou des fronts orageux se développaient, ils provoquaient une condensation massive de cette vapeur dans l'atmosphère. Cette condensation libérait une énergie considérable, alimentant à son tour de puissantes précipitations sur des périodes brèves mais intenses. Ce sont ces épisodes que nous qualifions aujourd'hui de pluies diluviennes. Par ailleurs, la configuration géographique et géologique du Crétacé jouait un rôle déterminant dans l'intensification des conséquences de ces pluies. Les reliefs, encore en formation du fait d'une tectonique active associée à la dérive des continents, étaient souvent instables, avec des sols argileux ou des terrains fragiles, facilement soumis à l'érosion. Ce contexte favorisait la formation de crues violentes et d'inondations généralisées, débordant les lits des fleuves et rivières, inondant plaines et vallées. Les terrains escarpés en formation pouvaient aussi provoquer des effets de ruissellement particulièrement rapides, amplifiant les phénomènes de glissement de terrain et créant des fluctuations brusques dans le débit des cours d'eau. Ces événements cataclysmiques contribuaient à déposer des couches sédimentaires massives, parfois chaotiques, que l'on retrouve aujourd'hui dans le registre géologique sous forme de turbidites et de dépôts de tempêtes marines. Les inondations crétacées pouvaient donc affecter de très vastes régions terrestres en peu de temps, remodelant profondément les paysages par la réorganisation des sols, le dépôt de matériel organique et minéral et la création de nouvelles zones humides ou marécageuses. Ces bouleversements naturels jouaient un rôle ambivalent. S'ils pouvaient détruire des habitats et provoquer des pertes massives dans la faune, dont les communautés de dinosaures, ils favorisaient aussi sur le long terme la création d'écosystèmes riches et variés, favorables à de nouvelles niches écologiques. Il est intéressant aussi de rappeler l'interaction entre ces pluies diluviennes et d'autres phénomènes naturels, notamment le volcanisme. Les éruptions pouvaient engendrer des perturbations atmosphériques importantes, favorisant la formation de nuages orageux denses et de précipitations massives localisées, exacerbant encore le risque d'inondation dans les zones proches. Enfin, les chercheurs étudient aujourd'hui attentivement les traces laissées par ces inondations à travers l'analyse détaillée des couches sédimentaires. Ces dernières révèlent non seulement la violence et la fréquence des événements, mais aussi leurs impacts locaux, par exemple en observant des fossiles disposés de manière particulière ou des structures sédimentaires, indiquant un dépôt rapide sur des sols temporairement submergés. Ainsi, pluies diluviennes et inondations cataclysmiques sont les expressions les plus impressionnantes d'un climat crétacé, saturé d'humidité et d'une terre encore en pleine mutation géologique. Elles participaient à un système climatique dynamique où violence et renouvellement se côtoyaient, impactant à chaque épisode la faune, la flore et les paysages. Notre exploration continuera prochainement en nous penchant sur l'étude précise des couches sédimentaires chaotiques qui témoignent de ces événements extrêmes, mettant en lumière le lien entre les archives géologiques et les phénomènes météorologiques passés. Cette approche permettra également de mieux comprendre comment les tempêtes ont façonné le monde des dinosaures à travers leurs empreintes dans la roche. Au fil des millions d'années qui ont suivi les tempêtes, cyclones et autres événements climatiques intenses du Crétacé, la nature a laissé un témoignage durable. Les couches sédimentaires chaotiques, ces strates particulières que les géologues étudient aujourd'hui avec une attention toute particulière. Ces dépôts, qui apparaissent souvent comme des témoins désordonnés dans le registre géologique, sont en réalité des archives précieuses, révélant par leurs caractéristiques la violence d'événements passés et permettant de reconstituer le climat et la dynamique des environnements anciens. Ces couches sédimentaires dites chaotiques regroupent différents types de dépôts, résultant de processus rapides et violents où les matériaux s'accumulent dans un désordre apparent, reflet direct des forces naturelles
qui les ont générés. Parmi eux, les dépôts de tempêtes occupent une place essentielle. Lorsque des cyclones ou des tempêtes violentes frappaient les littoraux ou les zones marines épicontinentales, ils provoquaient un brassage intense des sédiments marins et côtiers. Ce brassage pouvait entraîner le transport et le dépôt soudain de sédiments variés, mêlant grains fins, débris organiques, coquillages brisés et fragments rocheux, souvent répartis de manière hétérogène sur plusieurs mètres d'épaisseur. Ces couches témoignent non seulement de l'intensité des forces hydrodynamiques, mais aussi de la rapidité des événements. Leur organisation désordonnée tranche avec les dépôts sédimentaires classiques, normalement mieux triés et déposés dans des conditions calmes et continues. Leurs caractéristiques granulométriques, mélange de gros et très fins grains, ainsi que leur présence à la base ou intercalée dans des séquences sédimentaires plus régulières, indiquent la survenue d'événements soudains et extrêmes. Les turbidites, un autre type de dépôt chaotique, résultent quant à elles de coulées sous-marines rapides appelées courants de turbidité. Ces courants sont déclenchés par des perturbations comme des glissements de terrain sous-marins, souvent initiés par des tempêtes, des tremblements de terre ou des effondrements de pente. Lorsqu'un cyclone provoque de fortes pluies diluviennes et le ruissellement massif de matériaux continentaux vers les marges océaniques, les sédiments s'accumulent jusqu'à devenir instables. Ce processus entraîne la formation de courants turbiditiques qui transportent ces matériaux sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres, déposant des couches épaisses et mélangées sur les fonds marins. L'étude stratigraphique de ces turbidites révèle une succession de couches finement laminées, parfois alternant avec des horizons chaotiques, caractéristiques des variations rapides de l'énergie dynamique. De plus, la présence dans ces couches de fossiles déplacés ou brisés permet d'identifier l'origine souvent brutale de ces dépôts et donc leur lien avec des tempêtes ou des inondations majeures. Le lien entre ces dépôts et les événements extrêmes du Crétacé s'appuie sur la corrélation des couches sédimentaires avec des marqueurs paléo-environnementaux et paléoclimatiques. Variations isotopiques, traces fossiles spécifiques, signatures chimiques liées à des éruptions volcaniques ou à des modifications du cycle du carbone. Ensemble, ces données confirment que les épisodes de fortes tempêtes, cyclones, pluies intenses et activités volcaniques forment une trame récurrente qui se traduit sur le terrain par ces dépôts caractéristiques. Les avancées technologiques permettent désormais une observation toujours plus fine grâce à l'analyse microscopique, la modélisation numérique des flux sédimentaires et l'imagerie 3D des couches géologiques. Ces outils révèlent les mécanismes précis de dépôt, la vitesse des processus et même parfois la fréquence des événements extrêmes, offrant un panorama de plus en plus complet de la dynamique climatique du Crétacé. Par ailleurs, ces études sédimentaires ne se limitent pas à une compréhension locale ou régionale. Grâce à la corrélation internationale des couches et au développement de bases de données stratigraphiques mondiales, les chercheurs parviennent aujourd'hui à reconstituer des chronologies d'événements extrêmes à l'échelle planétaire. Cela révèle que les tempêtes ou éruptions volcaniques n'étaient pas des phénomènes isolés, mais souvent liés à de véritables épisodes climatiques globaux, avec des impacts écologiques majeurs. En synthèse, la lecture attentive des couches sédimentaires chaotiques ouvre une fenêtre exceptionnelle sur le passé, métamorphosant ce que nous aurions pu considérer comme un chaos dénué d'ordre, en un véritable carnet de bord de la Terre, du Crétacé. Ces dépôts racontent en détail comment la planète vivait sur le fil du rasoir climatique, entre instabilité géologique et atmosphérique, et éclairent notre compréhension de l'impact des événements extrêmes sur la faune, la flore et les paysages, notamment ceux qui accueillaient les dinosaures.
À mesure que ce voyage dans le temps progresse, nous chercherons à comprendre comment ces phénomènes physiques ont façonné les écosystèmes, provoqué des adaptations et influencé la survie d'espèces qui ont marqué de leur empreinte indélébile l'histoire de notre planète. Au fil des dizaines de millions d'années du Crétacé, les tempêtes tropicales, cyclones, pluies diluviennes et tempêtes de poussière façonnaient non seulement le climat, mais jouaient aussi un rôle fondamental dans la structuration des écosystèmes, affectant profondément la faune et la flore qui occupèrent la Terre à cette époque. Comprendre les conséquences écologiques de ces phénomènes extrêmes est essentiel pour reconstituer les interactions complexes entre l'environnement et les communautés biologiques, et pour saisir comment les dinosaures et autres organismes ont réussi à survivre et évoluer dans ce monde souvent instable. Premièrement, les tempêtes sévères agissaient comme des agents de perturbation naturelle récurrentes qui contribuaient à remodeler le paysage. Les vents violents arrachaient arbres et végétation imprégnée d'eau, provoquant des défoliations massives et la chute d'arbres imposants, générant ainsi des disruptions ponctuelles dans les forêts. Ces destructions créaient des clairières, ouvrant le couvert forestier, ce qui favorisait l'établissement de végétation pionnière, différente et souvent plus diverse, modifiant la composition floristique de ces zones. En même temps, la chute brutale de la végétation affectait directement les herbivores, notamment de nombreux groupes de dinosaures herbivores. Ces derniers pouvaient voir leurs sources alimentaires réduites temporairement, obligeant certains à migrer vers d'autres régions, à diversifier leur régime ou à mettre en place des stratégies adaptatives pour faire face à cette variabilité. Ces épisodes agissaient donc comme un moteur d'évolution, stimulant les adaptations comportementales et physiologiques. Par ailleurs, les inondations engendrées par les pluies diluviennes jouaient un rôle double. D'un côté, elles provoquaient la perte d'individus par noyade et modifiaient drastiquement le relief, emportant des sols fertiles et réarrangeant la topographie locale. De l'autre, elles favorisaient à long terme la formation de sols riches et de zones humides, propices à un développement floristique intense, participant ainsi au cycle écologique. Ces milieux humides furent des refuges pour une faune diversifiée, amphibiens, reptiles, poissons, et pouvaient constituer des couloirs de dispersion pour certaines espèces. Les tempêtes de poussière, quant à elles, avaient aussi des effets écologiques notables. En recouvrant les feuilles et les sols d'une couche de particules fines, elles réduisaient temporairement la photosynthèse, affectaient la respiration des plantes et pouvaient perturber la reproduction des végétaux, notamment des plantes à fleurs émergentes. La poussière influençait également la qualité des sols, en apportant des minéraux ou, au contraire, en générant des zones pauvres en nutriments essentiels. Ces modifications du milieu agissaient sur la structure même des écosystèmes terrestres. Du côté de la faune, les tempêtes se traduisaient souvent par des événements de mortalité massifs, créant ce que les paléontologues appellent des accumulations fossiles d'ensemble de catastrophes. Ils découvrent parfois dans certains gisements des amas d'ossements de dinosaures ou d'autres vertébrés qui témoignent fortement d'une mortalité en masse liée à une tempête ou une inondation. Ces événements, bien que dramatiques, faisaient également partie des mécanismes de renouvellement écologique, en offrant des opportunités à certaines espèces opportunistes et prédateurs qui tiraient parti de la disparition de concurrents ou de proies. Ces cycles de destruction et de reconstruction imposés par les phénomènes climatiques difficiles contribuaient largement à la mosaïque écologique du Crétacé, où différentes niches étaient continuellement créées et transformées, stimulant la diversité biologique et la complexité des interactions. Enfin, il est important de souligner que ces événements extrêmes favorisaient des dynamiques migratoires, ouvrant des corridors ou forçant les déplacements saisonniers des animaux, notamment des dinosaures,
ce qui jouait un rôle dans la répartition géographique des espèces et dans les échanges génétiques entre populations. En somme, loin d'être des catastrophes ponctuelles sans suite, les tempêtes et autres phénomènes extrêmes du Crétacé étaient des moteurs d'instabilité et de changement à l'échelle écologique. Ils façonnaient un monde aussi vibrant que fragile, où résilience, adaptation et évolution étaient les clés de la survie. Ces interactions complexes entre les forces naturelles et les êtres vivants constituent aujourd'hui des éléments indispensables pour comprendre l'histoire naturelle de la Terre et les mécanismes profonds qui ont permis l'émergence et la disparition des dinosaures. Notre voyage à travers le temps continuera bientôt avec l'étude des répercussions précises de ces événements extrêmes sur les comportements vitaux des dinosaures, tels que leur migration saisonnière ou leur nidification, dévoilant ainsi les stratégies ingénieuses qu'ils ont développées pour s'adapter à un monde en perpétuel mouvement. Les cyclones et tempêtes intenses qui balayaient la Terre lors du Crétacé n'étaient pas de simples événements météorologiques isolés. Ils imposaient un défi constant aux organismes vivants, notamment aux dinosaures, qui devaient s'adapter à des conditions changeantes et parfois hostiles. Parmi les conséquences écologiques les plus marquantes figuraient les modifications des comportements migratoires, en particulier les migrations saisonnières, véritable stratégie de survie face aux extrêmes climatiques. À cette époque, les dinosaures de différentes espèces et tailles occupaient une gamme étendue d'habitats suivant les modalités définies par la configuration géographique et climatique. Les vastes étendues terrestres, recouvertes de forêts denses, de plaines inondables et de régions côtières, constituaient un patchwork complexe d'écosystèmes où les saisons n'étaient pas toujours marquées de la même manière que de nos jours, mais où les fluctuations climatiques, notamment liées aux tempêtes, pouvaient créer des conditions riches en défis. Les cyclones et tempêtes tropicales, en particulier, engendraient des perturbations environnementales majeures, chutes massives de végétation, inondations rapides et transformations temporaires ou prolongées des habitats naturels. Face à ces bouleversements, certains groupes de dinosaures avaient développé des comportements migratoires, se déplaçant selon un rythme saisonnier, pour éviter les zones les plus affectées ou pour profiter des ressources alimentaires renouvelées ailleurs. Les indices fossiles, quoique fragmentaires, suggèrent que des espèces telles que les hadrosaures ou les ornithopodes, connus pour leur consommation herbivore intensive, pouvaient parcourir de longues distances, migrer entre zones côtières et terres intérieures, voire entre différentes latitudes, en fonction des conditions climatiques et des disponibilités alimentaires. Cette mobilité saisonnière permettait d'échapper aux tempêtes dévastatrices ou de se réfugier dans des régions moins exposées. De plus, l'analyse de certaines pistes fossiles a mis en lumière des regroupements d'individus et des directions préférentielles qui correspondent à des déplacements collectifs, probablement en réponse à des déclencheurs environnementaux, notamment l'arrivée de tempêtes ou la montée des eaux lors d'inondations. Ces migrations en masse sont souvent associées à la recherche de zones plus sûres pour se nourrir et se reproduire. Au-delà des herbivores, les dinosaures carnivores pouvaient également suivre leur proie durant ces déplacements, s'adaptant aux mouvements saisonniers dus à la pression climatique. Certains petits dinosaures volants ou bipèdes auraient été particulièrement sensibles aux conditions météorologiques extrêmes, utilisant les corridors naturels créés par la topographie ou les zones protégées pour traverser les régions au moment favorable. Il est aussi probable que certains dinosaures aient exploité les zones périphériques des cyclones, où les effets étaient moins violents, mais où l'abondance temporaire de ressources liées à la chute massive de végétation morte ou à l'apparition de nouvelles opportunités alimentaires leur offrait des occasions particulières d'alimentation ou de reproduction. Enfin, la capacité à anticiper ces phénomènes météorologiques
même de manière sommaire, auraient très probablement eu un avantage évolutif. La capacité sensorielle, la mémoire des territoires, la communication sociale en groupes ou troupeaux, tout cela contribuait à permettre à ces animaux de moduler leur rythme migratoire en fonction du climat. Une réponse adaptative vitale pour traverser ces tempêtes crétacées avec succès. Ainsi, les cyclones et tempêtes tropicales du Crétacé, loin d'être de simples catastrophes ponctuelles, représentaient un facteur écologique déterminant qui sculptait les comportements de déplacement des dinosaures. Ces migrations saisonnières modifiées, qu'elles fussent longues ou courtes, contribuaient non seulement à la survie des espèces, mais participaient aussi à la dynamique plus large des écosystèmes, favorisant la dispersion génétique, la colonisation de nouveaux habitats et la pérennité de la faune terrestre. La suite de notre exploration portera sur les conséquences de ces conditions climatiques extrêmes, sur la reproduction des dinosaures, notamment sur la nidification et les stratégies de survie des nouvelles générations. Un chapitre clé pour comprendre comment ces géants ont su traverser les âges, malgré les multiples défis imposés par leur environnement. Dans l'univers turbulent du Crétacé, marqué par des conditions climatiques particulièrement extrêmes, la nidification et la reproduction des dinosaures ont dû faire face à des défis considérables. S'adapter à ces environnements instables, où tempêtes violentes, inondations soudaines et fluctuations rapides de l'habitat étaient monnaie courante, a été un enjeu majeur pour la survie de ces créatures fascinantes. Décortiquer les répercussions de ces conditions extrêmes sur leur stratégie reproductive nous aide à mieux comprendre non seulement leur comportement, mais aussi leur résilience et leur capacité d'adaptation à un monde changeant. La nidification des dinosaures, qu'elle soit au sol, dans des crevasses, ou à même des structures végétales, reposait sur un équilibre fragile entre protection des œufs et disponibilité des ressources. Les tempêtes de grande ampleur, fréquentes lors du Crétacé, pouvaient perturber cet équilibre de plusieurs façons. Tout d'abord, les pluies diluviennes et les inondations pouvaient submerger ou raser des sites de nidification, provoquant la destruction physique des nids, la dispersion des œufs et la mort des embryons encore en développement. Les vents violents, associés aux cyclones, pouvaient également détruire la végétation aux alentours, privant les parents de camouflages essentiels ou exposant les sites à davantage de prédateurs. Ces événements météorologiques défavorables augmentaient ainsi le taux de mortalité des œufs et des jeunes dinosaures, ce qui aurait pu mettre en péril la pérennité des populations si des mécanismes compensatoires n'avaient pas été mis en œuvre. Les paléontologues ont découvert des fossiles témoignant de nids enchevêtrés, d'assemblages d'œufs brisés ou déplacés, témoignant vraisemblablement de l'impact direct de ces intempéries violentes. Ces traces suggèrent qu'au-delà des défis naturels, les dinosaures étaient exposés à une mortalité accrue lors de leurs phases les plus vulnérables. Pour contrer ces dangers, de nombreuses espèces semblent avoir développé des stratégies adaptatives. Par exemple, certains dinosaures pouvaient choisir des sites de nidification plus élevés, mieux drainés, ou à l'abri des vents dominants, tirant parti de micro-habitats naturels protecteurs. D'autres auraient opté pour la reproduction en des lieux plus dispersés ou renouvelés fréquemment, limitant ainsi les pertes catastrophiques en cas d'événements extrêmes. La répartition géographique variée des espèces fait penser qu'un éventail diversifié de stratégies a coexisté, reflétant une réponse évolutive aux conditions imprévisibles du climat du Crétacé. De plus, la reproduction en groupe, que ce soit dans des colonies ou des groupes familiaux, pourrait avoir offert un avantage supplémentaire dans un environnement marqué par ces tempêtes. L'entraide, la protection collective des nids et la surveillance face aux prédateurs étaient sans doute facilitées par ces structures sociales, améliorant les chances de survie des œufs et des jeunes. Certaines espèces,
notamment les théropodes, ont montré des signes de soins parentaux prolongés, qui auraient aidé à surmonter les risques accrus lors des périodes d'intempéries. De façon intéressante, l'abondance et la diversité des fossiles d'ossements juvéniles dans certains gisements indiquent que malgré les conditions difficiles, la reproduction était globalement efficace, suggérant que les dinosaures avaient des stratégies suffisamment sophistiquées pour compenser les pertes liées aux conditions météorologiques extrêmes. Cela souligne une capacité remarquable d'adaptation évolutive dans un contexte de changement climatique intense. Il faut également mentionner que ces perturbations climatiques pouvaient aussi jouer un rôle indirect mais positif à long terme, en remaniant les paysages, en créant des habitats nouveaux et en incitant les dinosaures à diversifier leur comportement et leurs niches écologiques. Les phases de perturbation régulières pouvaient favoriser une dynamique évolutive, stimulant la sélection naturelle vers des traits de résilience et de flexibilité comportementale. Enfin, les études paléontologiques continuent de trouver des preuves d'abris de fortune, de nids réutilisés ou modifiés, et même de traces d'annulation ou de déplacement temporaire de territoires de nidification, témoignant de la capacité des dinosaures à réagir activement à leurs conditions environnementales, y compris dans les situations les plus extrêmes. Ainsi, en conjuguant destruction et adaptation, les conditions climatiques extrêmes du Crétacé ont indéniablement influencé la reproduction et la nidification des dinosaures, forgeant au fil du temps la voie d'une incroyable résilience biologique. Cette approche ouvre la porte à une meilleure compréhension des liens profonds entre climat, comportement animal et évolution, qui demeurent aujourd'hui au cœur des recherches sur le vivant et ses réponses aux défis environnementaux. À mesure que nous avançons, nous étudierons plus précisément des cas fossiles illustrant ces phénomènes et explorerons les mécanismes d'adaptation qu'ils ont suscités, révélant ainsi l'ingéniosité des dinosaures face aux puissances de la nature. Dans l'exploration du monde du Crétacé, les traces fossiles constituent une fenêtre extraordinaire pour comprendre comment les dinosaures et d'autres êtres vivants ont vécu dans un environnement soumis à des conditions climatiques parfois extrêmes. Parmi ces témoignages, les fossiles d'abris de fortune et de nids détruits par les intempéries offrent un aperçu particulièrement saisissant de l'impact direct des phénomènes météorologiques violents sur la vie quotidienne des dinosaures. Les abris de fortune sont des structures naturelles ou semi-naturelles que les animaux pouvaient utiliser temporairement pour se protéger des intempéries. Dans le registre fossile, leur identification repose sur la découverte de regroupements d'ossements, souvent désordonnés, mais associés à des dépôts de sédiments qui indiquent un enfouissement rapide lié à des événements comme des tempêtes ou des inondations. Par exemple, dans certaines formations géologiques du bassin du Dakota du Nord, des dépôts massifs recueillis montrent des concentrations d'ossements de petits et moyens dinosaures dans des cavités ou crevasses naturelles, dont la rapidité de fermeture par des sédiments suggère un refuge temporaire utilisé juste avant ou pendant une catastrophe naturelle. Ces fossiles révèlent une réaction instinctive et opportuniste face à un environnement devenu soudain hostile. La recherche de zones protégées où la survie était possible, même si pour peu de temps. D'autres études, menées notamment sur des sites du Crétacé supérieur en Asie du Nord-Est, ont mis au jour des nids fossilisés partiellement détruits, avec des œufs éclatés ou éparpillés, qui témoignent d'une violence climatique ayant frappé le site, juste après la ponte ou pendant le développement embryonnaire. L'agencement désorganisé des coquilles d'œufs, souvent mêlées à des débris végétaux et des sédiments déposés rapidement, est typique des inondations subites causées par des pluies diluviennes ou des tempêtes tropicales. Une étude remarquable provient également des terres volcaniques de l'Inde, où certaines couches sédimentaires riches en cendres et en matériaux pyroclastiques
juxtaposent des empreintes de nids fossilisés. Cela indique que l'activité volcanique, combinée aux intempéries telles que les pluies acides déclenchées par les éruptions, a fortement perturbé la reproduction des dinosaures. Ces conditions extrêmes ont engendré la destruction de nids entiers, forçant probablement les populations à modifier leurs habitudes reproductives ou à trouver de nouveaux habitats plus sûrs. Ces études de cas s'appuient sur des multiples disciplines. La stratigraphie permet de dater précisément les couches dans lesquelles ces traces ont été conservées. La paléontologie apporte l'identification des espèces concernées, tandis que la sédimentologie et la géochimie révèlent la nature des événements climatiques ou géologiques qui ont impacté les sites. L'importance de ces fossilisations réside dans leur capacité à nous fournir des indices non pas seulement sur la présence des animaux, mais sur leur comportement en réaction à des conditions extrêmes. Ils dévoilent par exemple la fréquence des réorientations rapides des sites de nidification, le regroupement temporaire dans des abris, ou encore les conséquences immédiates des tempêtes sur les populations juvéniles vulnérables. Ainsi, ces fossiles nous racontent une histoire de survie, de lutte contre des éléments toujours renouvelés et d'adaptation souvent dramatique. Ils dévoilent une réponse biologique tangible aux défis posés par un climat instable, souvent brutal, qui a pourtant permis aux dinosaures de prospérer durant des millions d'années. Cette lecture des traces fossiles d'abris de fortune et de nids détruits par les intempéries représente un des chapitres les plus riches et émouvants de la paléontologie moderne. Elle enrichit notre compréhension de la vie au Crétacé et illustre la fragile beauté d'un monde où la nature, dans toute sa force et sa puissance, façonnait le destin de ses habitants. À mesure que nous avançons dans notre voyage à travers ces événements extrêmes, nous verrons comment ces défis ont également stimulé la résilience et les stratégies d'adaptation comportementale et écologique chez les dinosaures, montrant leur remarquable capacité à traverser les âges, malgré la férocité du climat. Dans l'environnement tumultueux du Crétacé, où les phénomènes extrêmes tels que cyclones, tempêtes de poussière, pluies diluviennes et inondations cataclysmiques étaient récurrents, la résilience et les stratégies d'adaptation des dinosaures constituent un témoignage fascinant de la capacité du vivant à s'ajuster face aux défis climatiques. L'étude de ces mécanismes d'adaptation, qui mêlent comportement social, dispersion géographique et changements alimentaires, éclaire non seulement la dynamique de leur population, mais aussi leurs succès évolutifs et leur survie jusqu'à la fin du Crétacé. Le comportement social apparaît comme l'un des piliers majeurs de cette résilience. De nombreuses espèces de dinosaures, notamment les grands herbivores comme les hadrosaures ou les cératopsiens, évoluaient en troupeaux structurés. Cette organisation sociale permettait non seulement une meilleure protection contre les prédateurs, mais aussi une adaptation collective face aux aléas climatiques. Le regroupement en groupes denses facilitait la détection précoce des dangers, notamment l'approche d'une tempête ou d'une inondation. Il favorisait la solidarité, avec des comportements d'entraide pour protéger les membres les plus vulnérables, comme les jeunes ou les blessés. Les déplacements migratoires synchronisés en groupe étaient un moyen efficace d'échapper aux zones à risque et de trouver des ressources alimentaires dans des habitats plus sûrs. La dispersion géographique est également un facteur clé dans la capacité des dinosaures à faire face aux perturbations climatiques. La dérive des continents au Crétacé avait donné naissance à une multitude d'îles, de péninsules et de bassins épocontinentaux, chacun avec ses conditions environnementales particulières. Les dinosaures qui pouvaient franchir ou circuler entre ces différentes régions bénéficiaient d'un avantage adaptatif. En effet, cette mobilité leur permettait de coloniser rapidement de nouveaux territoires, moins affectés par les catastrophes météorologiques, de diversifier leurs habitats et d'échapper à l'accumulation des effets des événements extrêmes dans une zone donnée.
De plus, la diversité même des niches écologiques disponibles favorisait une forme de risque partagé au sein des populations, limitant le risque d'extinction locale massive. Les zones géographiquement variées agissaient comme des refuges naturels en cas de tempête dévastatrice, inondations ou changements brusques des conditions climatiques, renforçant ainsi la pérennité des espèces. Sur le plan alimentaire, les changements imposés par les environnements instables ont conduit à des ajustements notables dans le régime des dinosaures. Certaines espèces herbivores ont montré une capacité à diversifier leur alimentation, passant d'une consommation spécialisée sur certaines plantes à une alimentation plus généraliste, intégrant une plus grande variété de végétaux. Cette plasticité nutritionnelle était cruciale dans un contexte où les tempêtes pouvaient détruire temporairement des ressources végétales et où les cycles d'abondance devenaient plus irréguliers. Parallèlement, les carnivores adaptaient également leur stratégie alimentaire, certains élargissant leur spectre de proies pour compenser la disparition temporaire de leurs proies habituelles lors des perturbations climatiques extrêmes. Cette flexibilité trophique favorisait une meilleure résilience face aux fluctuations de la chaîne alimentaire, évitant l'effondrement des réseaux écologiques. Enfin, ces adaptations comportementales et écologiques étaient certainement soutenues par des traits physiologiques favorisant la résistance au stress, tels que des capacités de thermorégulation, une forte efficacité métabolique et des taux de croissance rapides, qui contribuaient à la survie dans un monde où les conditions pouvaient changer brutalement et sans avertissement. En résumé, la résilience des dinosaures face aux tempêtes et autres événements extrêmes du Crétacé repose sur une combinaison complexe d'adaptations sociales, géographiques et alimentaires. Ces stratégies, fruits d'une évolution continue, ont permis à ces animaux emblématiques de prospérer dans un monde parfois hostile, illustrant la puissance de l'adaptation biologique face aux défis du climat. À l'approche de la suite de notre voyage dans l'histoire du climat crétacé, nous découvrirons comment ces événements extrêmes ont également influencé la chaîne alimentaire, provoquant des perturbations marquantes et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités écologiques dans un ballet perpétuel de perte et de renaissance. Dans l'écosystème complexe et dynamique du Crétacé, marqué par une activité climatique intense et souvent imprévisible, les perturbations sur la chaîne alimentaire représentent un volet clé pour comprendre les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes sur la biosphère. Cyclones dévastateurs, tempêtes de poussière, pluies diluviennes et inondations généralisées n'affectaient pas seulement les paysages et les habitats, mais bouleversaient profondément les interactions trophiques, provoquant des disparitions temporaires de ressources, des épisodes de mortalité massive et, paradoxalement, créant également des opportunités pour certains prédateurs prêts à tirer parti de ces situations chaotiques. La chaîne alimentaire du Crétacé, dominée par une incroyable diversité de dinosaures herbivores et carnivores, ainsi que par de multiples autres groupes animaux, reposait sur un fragile équilibre. Les herbivores constituaient la base de cette chaîne, se nourrissant des abondantes mais variables ressources végétales, qui elles-mêmes dépendaient étroitement des conditions climatiques. Lorsque les tempêtes de grande ampleur frappaient, particulièrement les cyclones et les pluies diluviennes, qui pouvaient submerger les zones boisées ou les plaines inondables, une partie significative de la végétation était détruite ou emportée. Ce choc écologique se traduisait par une réduction drastique et temporaire des ressources alimentaires disponibles pour les herbivores. Face à cette raréfaction, certains herbivores devaient migrer vers d'autres régions, se nourrir de manière plus opportuniste ou subir une baisse de leurs conditions physiques, rendant leur survie plus fragile. Ce stress alimentaire pouvait conduire à une mortalité accrue, en particulier chez les jeunes
et les individus les plus faibles, créant ainsi un phénomène de mortalité massive, ponctuelle, documenté dans certains gisements fossiles où l'on observe des rassemblements d'ossements juvéniles ou de groupes réduits, témoignant de ces épisodes tragiques. Du côté des carnivores, cette situation offrait paradoxalement de nouvelles opportunités. La disponibilité soudaine d'animaux affaiblis, malades ou morts fournissait une source de nourriture plus facile d'accès, favorisant la prolifération temporaire de ces prédateurs. Certains, plus opportunistes, pouvaient ainsi augmenter leur population et leur territoire en profitant de ces bouleversements, tandis que d'autres carnivores, plus spécialisés, devaient s'adapter rapidement pour faire face à la fluctuation des proies. Les perturbations sur la chaîne alimentaire ne se limitaient pas aux seules espèces terrestres. Les tempêtes et inondations renvoyaient dans les milieux aquatiques d'énormes quantités de matière organique et sédimentaire, modifiant la productivité des écosystèmes marins et marécageux. Cette augmentation ponctuelle des nutriments pouvait stimuler la prolifération de certaines espèces, notamment des invertébrés et petits poissons, qui, à leur tour, influençaient les niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire aquatique. Cependant, les conséquences pouvaient aussi être négatives, notamment lorsqu'une turbulence excessive réduisait la qualité de l'eau ou créait des zones anoxiques, provoquant des mortalités massives chez certains groupes aquatiques, avec des répercussions en cascade sur l'ensemble des réseaux trophiques marins. De plus, les éruptions volcaniques associées à ces phénomènes climatiques pouvaient injecter dans l'atmosphère des particules et gaz toxiques, contribuant à des épisodes d'extinction ou de forte réduction des populations. Cela s'ajoutait aux effets directs des tempêtes et augmentait encore la pression écologique sur les espèces animales et végétales. Ces perturbations, bien qu'intenses et parfois dévastatrices, jouaient néanmoins un rôle moteur dans l'évolution biologique, en stimulant la sélection naturelle, favorisant les espèces généralistes ou les prédateurs opportunistes, et en contribuant à la réorganisation des écosystèmes. Elles introduisaient une dynamique de pertes et d'opportunités, où la capacité à s'adapter rapidement devenait un facteur décisif pour la survie. Ce constat invite à considérer le Crétacé comme un théâtre d'interactions climatiques et écologiques complexes, où la chaîne alimentaire était soumise à une pression constante, générant des cycles de crise ponctuels, mais aussi des élans d'innovation et d'évolution. Dans la suite de notre exploration, nous aborderons les illustrations concrètes de ces phénomènes à travers les modélisations numériques qui permettent aujourd'hui de visualiser en 3 dimensions l'impact de ces tempêtes sur les paysages anciens et d'appréhender plus finement les conséquences pour les écosystèmes et la biodiversité du Crétacé. Aujourd'hui, la puissance des modélisations numériques permet aux scientifiques de plonger virtuellement au cœur du Crétacé, une époque où la Terre était en perpétuelle agitation climatique et géologique. Parmi les outils les plus fascinants et novateurs, les visualisations tridimensionnelles, 3D, de tempêtes crétacées offrent une fenêtre unique sur les phénomènes météorologiques qui secouaient ce monde disparu, mais aussi sur l'impact profond de ces événements extrêmes sur les paysages et les écosystèmes. Les modèles climatiques numériques, alimentés par des données géologiques, paléontologiques et isotopiques, reproduisent avec une précision toujours accrue les conditions atmosphériques de l'époque. Ces simulations intègrent la configuration des continents, les températures océaniques, la composition chimique de l'atmosphère, ainsi que la topographie globale, pour générer des cyclones ou tempêtes tropicales aux caractéristiques proches de la réalité crétacée. Grâce à la modélisation 3D, il est désormais possible de visualiser la naissance, la trajectoire et l'évolution de ces tempêtes sur un globe en mouvement, en suivant les turbulences et les vents
avec une finesse jamais atteinte. L'un des aspects les plus spectaculaires de ces modélisations est l'analyse de l'interaction entre ces tempêtes et le relief terrestre. Elles montrent par exemple comment les vents puissants peuvent dévaster des forêts entières, arracher la végétation et modifier profondément l'équilibre des sols, créant des zones dénudées, momentanément, mais rapidement recolonisées. Les simulations révèlent aussi comment les inondations dues aux pluies diluviennes envahissent les plaines, modifient le tracé des rivières, créent des dépôts sédimentaires et façonnent le paysage à long terme. Par ailleurs, ces visualisations 3D illustrent la propagation des tempêtes de poussière, engendrant des voiles de particules fines qui s'étendent sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, affectant le climat local et régional. Ces images permettent de mieux comprendre la dynamique des particules soulevées par le vent, leur interaction avec le rayonnement solaire et leurs effets sur la photosynthèse, ainsi que sur les cycles biogéochimiques. Un autre domaine d'application de ces modélisations est la reproduction des impacts sur la faune et la flore. Couplées à des simulations écologiques, elles indiquent où les animaux du Crétacé, notamment les dinosaures, auraient été les plus exposés, comment les habitats changent sous la violence des tempêtes et comment les corridors migratoires se modifient. Ces outils numériques permettent d'expérimenter virtuellement des scénarios d'adaptation ou de survie, enrichissant considérablement notre compréhension du vécu des espèces dans ces environnements extrêmes. L'utilisation de données paléosismiques et paléovolcaniques vient également renforcer ces modèles, en intégrant l'impact conjoint des éruptions volcaniques sur le climat et les tempêtes, complétant ainsi un tableau toujours plus riche de la complexité des interactions terrestres. Enfin, la modélisation numérique 3D ouvre des perspectives inédites pour la communication scientifique et pédagogique. En reconstituant visuellement ces tempêtes crétacées, elles permettent au grand public de mieux saisir l'ampleur et la nature des phénomènes qui ont façonné notre planète et sa vie ancienne, suscitant émerveillement et apprentissage. Ainsi, loin d'être de simples abstractions mathématiques, ces modélisations numériques incarnent aujourd'hui un précieux pont entre passé et présent, décrivant avec une intensité nouvelle la vie tumultueuse d'une Terre en changement constant, où les tempêtes crétacées ont laissé une empreinte indélébile dans les roches, dans le climat et dans l'histoire du vivant. À travers le registre fossile, les scientifiques ont pu identifier des corrélations significatives entre des pics d'intempéries, tels que des cyclones violents, des tempêtes de poussière ou des pluies diluviennes, et des changements notables dans la biodiversité du Crétacé. Ces périodes d'instabilité climatique ont laissé des empreintes profondes dans les formations sédimentaires et les assemblages fauniques et floristiques, offrant une preuve tangible des interactions étroites entre événements climatiques extrêmes et évolution des écosystèmes. L'analyse stratigraphique des dépôts a révélé que certains horizons rocheux, riches en dépôts chaotiques, caractéristiques des dépôts liés aux tempêtes et événements cataclysmiques, correspondent souvent à des réductions brusques de la diversité des espèces. Ce phénomène est interprété comme le résultat direct des stress environnementaux, destruction d'habitats, perturbation des ressources alimentaires, ou encore mortalité massive, qui réduisait temporairement les populations d'espèces sensibles. À l'inverse, ces phases de crise ont aussi été des catalyseurs d'innovation biologique. Le renouvellement écologique provoqué par ces événements extrêmes favorisait l'émergence de nouvelles espèces plus résistantes ou mieux adaptées aux conditions changeantes. Par exemple, la diversification rapide des angiospermes pendant le Crétacé semble en partie liée à ces fluctuations climatiques, qui auraient ouvert des niches écologiques jusqu'alors peu exploitées. Les riches archives fossiles de certains bassins
montrent aussi des variations marquées dans la composition des communautés animales. On observe par exemple des changements dans la dominance relative des groupes de dinosaures, avec des pics d'abondance de certains herbivores généralistes lors des phases post-tempête, là où des spécialistes disparaissaient. Cela traduit un affaiblissement temporaire des écosystèmes classiques et une réorganisation rapide sous la pression des événements climatiques. Par ailleurs, les animaux marins témoignent eux aussi de ces variations. Des couches sédimentaires associées à des tempêtes montrent des oscillations dans les populations de foraminifères, ammonites et autres organismes marins, certaines espèces disparaissant localement, avant de revenir ou d'être remplacées par d'autres mieux adaptées aux nouvelles conditions. Ces corrélations entre pics d'intempéries et changements dans la biodiversité sont renforcées par des données isotopiques qui démontrent des fluctuations cycliques, des températures et des concentrations en CO2, confirmant l'existence de phases climatiques variables ponctuées d'événements extrêmes. Ces fluctuations ont probablement agi comme des filtres sélectifs, contribuant à façonner l'évolution et la répartition des organismes du Crétacé. L'étude fine de ces relations est au cœur des recherches paléoclimatiques modernes, car elle éclaire les mécanismes par lesquels la vie sur Terre réagit aux extrêmes et s'adapte aux variations rapides de son environnement. La compréhension de ces dynamiques anciennes constitue un précieux miroir pour interpréter les impacts du changement climatique actuel sur la biodiversité moderne. Ainsi, la lecture conjointe des événements d'intempéries et de l'évolution de la biodiversité dans le registre fossile nous révèle un monde du Crétacé profondément dynamique, où crises et renaissances s'entrelacent, façonnant la toile de la vie sur une planète en perpétuel mouvement. Les couches sédimentaires chaotiques qui jalonnent les archives géologiques du Crétacé constituent une véritable mine d'informations pour les chercheurs souhaitant comprendre les événements climatiques extrêmes qui ont secoué la Terre à cette époque. Relier ces dépôts complexes à des phénomènes climatiques précis n'est pas une tâche aisée, mais les avancées méthodologiques récentes permettent aujourd'hui d'établir des correspondances fines entre les caractéristiques des sédiments et les événements météorologiques violents qui les ont engendrés. Tout commence par l'analyse détaillée de la stratigraphie, c'est-à-dire l'étude des couches de roches sédimentaires et leur succession chronologique. Les chercheurs repèrent des séquences sédimentaires atypiques, dépôts désordonnés, à texture variée, souvent riches en fragments organiques et minéraux hétérogènes, qu'ils identifient comme des indices de tempête, turbidite ou inondations cataclysmiques. Ces couches contrastent nettement avec les dépôts plus calmes et réguliers, témoignant d'un environnement stable. Pour associer ces couches à des événements climatiques précis, les scientifiques exploitent plusieurs outils complémentaires. L'un des plus importants est la datation précise via des méthodes radiométriques, qui permet d'établir l'âge absolu des dépôts. Couplée à la paléomagnétisme, cette approche situe ces événements dans la chronologie géologique du Crétacé. L'analyse géochimique joue aussi un rôle crucial. Par exemple, la mesure des isotopes du carbone et de l'oxygène dans les microfossiles contenus dans les sédiments renseigne sur les variations de la température et de la composition atmosphérique au moment du dépôt. Des anomalies isotopiques associées à certains dépôts indiquent la survenue de perturbations climatiques majeures, comme des épisodes de réchauffement rapide ou des tempêtes intenses. La paléoécologie et la paléobiologie complètent ce tableau en étudiant les fossiles présents dans les couches sédimentaires. La présence subite ou la disparition de certaines espèces, l'état fragmenté des restes osseux ou leur concentration inhabituelle peuvent signaler un impact d'événements extrêmes sur les populations vivantes. Par exemple, des accumulations d'ossements brisés ou désorganisés dans une couche chaotique
renseignent sur une mortalité massive liée à une catastrophe climatique. Les modélisations climatiques numériques entrent également en jeu. Elles permettent de simuler les conditions atmosphériques et océaniques du Crétacé, vérifiant si les types de dépôts observés sont compatibles avec les phénomènes climatiques modélisés, comme la fréquence et la puissance des cyclones tropicaux ou les épisodes d'inondation. Ces simulations offrent un cadre prédictif précieux pour interpréter les observations sur le terrain. Enfin, la corrélation internationale des données stratigraphiques favorise la validation des liens entre sédiments et événements. En comparant les données issues de sites géographiques éloignés, les chercheurs confirment la portée globale de certains phénomènes et affinent leur compréhension des cycles climatiques du Crétacé. Ainsi, la combinaison de la stratigraphie, géochimie, paléontologie, datation et modélisation constitue aujourd'hui un arsenal méthodologique sophistiqué qui permet aux scientifiques de relier avec une précision croissante les couches sédimentaires chaotiques à des événements climatiques précis. Ce travail minutieux aide non seulement à reconstituer l'histoire climatique du Crétacé, mais aussi à comprendre comment la Terre et ses habitants ont réagi face aux événements extrêmes, offrant un éclairage essentiel sur les mécanismes de la résilience planétaire et biologique. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration approfondie des tempêtes du Crétacé et de leur impact sur la Terre des dinosaures, il est essentiel de réfléchir aux leçons que ces événements anciens nous apportent pour mieux comprendre l'évolution climatique ainsi que les réactions du vivant face aux conditions extrêmes. L'étude du Crétacé révèle un monde en perpétuelle mutation, où les forces géologiques et climatiques interagissaient étroitement pour façonner des environnements à la fois riches et instables. La fréquence élevée d'événements climatiques extrêmes, cyclones puissants, pluies diluviennes, tempêtes de poussière, démontre que l'histoire de notre planète est marquée par des phases d'instabilité souvent violentes, qui peuvent occasionner des perturbations majeures dans les écosystèmes, mais aussi offrir des opportunités d'innovation biologique et d'adaptation. L'un des enseignements fondamentaux est que la résilience de la biosphère repose sur la diversité des stratégies d'adaptation développées par les organismes. Qu'il s'agisse de comportements sociaux, de migration ou de changements dans les régimes alimentaires, les dinosaures et autres formes de vie du Crétacé ont démontré une remarquable capacité à s'ajuster aux variations rapides et aux épisodes extrêmes. Cette flexibilité adaptative est une clé essentielle qui explique la durabilité et l'évolution des espèces, malgré des conditions parfois hostiles. Par ailleurs, l'analyse des sédiments chaotiques, des couches fossiles et des modèles climatiques nous enseigne que les événements extrêmes ne sont pas de simples anomalies ponctuelles, mais des composantes intégrées du système climatique terrestre. Ils influencent la distribution des espèces, la dynamique des populations et les cycles écologiques sur le long terme. Comprendre ces mécanismes nous aide à mieux anticiper comment le vivant peut réagir aux défis environnementaux actuels, notamment face aux changements climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Les modélisations numériques issues des données Crétacé nous montrent également l'importance de la formation et de l'anticipation des événements climatiques. Elles illustrent que le climat est un système complexe où de nombreux facteurs, réduction des calottes glaciaires, composition atmosphérique, géographie terrestre, interagissent pour générer des phénomènes extrêmes. Ces outils constituent un précieux guide pour améliorer notre compréhension des climats passés et présents et affiner les prédictions futures. Enfin, cette chronique de la Terre du Crétacé nous rappelle la nécessité de préserver la biodiversité et les habitats naturels face aux forces de la nature. La capacité d'adaptation observée chez les dinosaures souligne l'importance d'une diversité génétique et écologique suffisante
pour permettre aux vivants de surmonter les crises. C'est avec cette perspective renouvelée que nous refermons cette fenêtre sur le passé flamboyant et tumultueux du Crétacé. Un passé qui, à travers la puissance de ses tempêtes et la ténacité de ses habitants, continue aujourd'hui à éclairer notre regard sur la fragilité et la force de la vie sur Terre face aux extrêmes et aux changements.